De la mémoire. Pour poursuivre notre débat avec Abderrahmane Khalifa sur les premiers moments de l'invasion coloniale française le 14 juin 1830 à Sidi Fredj, nous allons aborder aujourd'hui la toute première bataille, donc la première confrontation entre cette armée coloniale française et les forces du Dey Hussein à l'époque. Nous allons évoquer plus précisément cette bataille de Stawali et puis la chute d'Alger et les conséquences de cette chute. M. Abderrahmane Khalifa, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le dossier de la mémoire. Donc je rappelle que vous êtes historien, archéologue, auteur de plusieurs ouvrages de mémoire et d'histoire, donc parce que vous avez une démarche un petit peu particulière dans vos recherches, celle de réunir le patrimoine et l'histoire en même temps, et telle est votre approche. Les deux vont de pair. Voilà, telle est votre approche donc du fait historique algérien. Alors, vous savez, cette expédition a été préparée de longue date, hein, puisque dès janvier 1830, il y avait les prémices d'une préparation qui se faisait suite, si vous voulez, aux documents qu'avait déjà établi Boutin, hein, le commandant Boutin, qui avait été envoyé par Napoléon Ier, qui vous montre déjà la profondeur de l'intention pour envahir l'Algérie. C'est-à-dire que l'histoire du coup d'éventail est vraiment le prétexte, puisque bien avant le coup d'éventail, qui date de 1827, il y a eu donc les préparatifs, et il y a même un document officiel qui est le traité de Tilsit entre la Russie et la France, qui disait que les Russes n'interviendraient pas au cas où les Algériens étaient donc attaqués. Et il y a toute cette préparation qui se fait, et on y associe donc Polignac, il y a travaillent les différentes ambassades. Et quel est le degré, justement, dans le cadre de cette préparation, de responsabilité des fameux Bakri et Bouchnak Alors les Bakri et Bouchnak, eux, ils poussaient à la négociation, puisqu'ils avaient leur argent et leur intérêt à préserver. Oui. Même si par la suite ils ont pris la nationalité française, oui, parce qu'ils ont dû arroser quelques parlementaires, etc. Et ils ont tout fait pour qu'il y ait affrontement. Et évidemment, les Français ont marché dans la royauté française de Charles X a marché dans cette histoire, puisque c'était une histoire qui datait de 1793 jusqu'à 1830. Chaque fois, ils étaient mandatés par le Dey pour récupérer l'argent. Leur argent d'abord, puis celui du Dey. Et donc cela montre qu'il y avait des conflits d'intérêts, puisque le Dey s'associait à des commerçants pour donc récupérer un argent qui lui était donc propre, qui lui était dû. Ce n'était pas en plus de l'argent de disons du royaume d'Alger. Ouais. Et donc les Bakri sont, ce qui les intéresse, c'est récupérer leur argent ou le surplus d'argent, puisqu'ils avaient déjà été payés. Des usuriers également. Oui, c'est des usuriers. C'est pour cela que je vous dis ce qu'il leur restait d'argent, parce qu'ils avaient largement récupéré leur investissement. Et donc, il y a eu, à partir de là, alors que les Français avaient dit qu'il fallait payer. Donc la Chambre des députés avait dit qu'il fallait payer cet argent-là. Et retournement, on dit non, il ne faut pas payer, on n'a pas à les payer. Et c'est ce qui explique,
si vous voulez, l'arrogance du consul de Val quand il dit mon roi n'a pas à traiter avec vous. Donc lors de la fête de l'Aïd, du Bayram, à la citadelle, là où il y a le grand espace que l'on peut encore voir. Le consul de Val est invité, comme tous les autres ambassadeurs, et le Dey lui réclame cet argent, et de Val dit « Mon roi n'a pas à traiter avec un bandit comme vous ». Et à ce moment-là, le Dey le frappe avec, ou en tout cas... Son fameux chasse-mouche. Le chasse-mouche, voilà. Donc, et à ce moment-là, c'est pris comme un affront. Il faut peut-être penser que tout ça a été, disons, arrangé pour qu'il y ait cette intervention. Parce que ça se passe un 27 avril 1827, 26 avril 1827, et ce n'est que le 5 juillet 1830 qu'il y a cette attaque. Donc cela veut dire que le prétexte est choisi. Ce n'est pas la cause essentielle. Et à cause de cela, on ameute l'Europe en disant que la régence d'Alger, c'est un mot que je n'aime pas parce que ce n'est pas la régence d'Alger. C'était un royaume. C'est un royaume parce que quand vous dites régence, dans la terminologie coloniale, vous êtes, disons... Régenté par. Vous êtes régenté et puis vous êtes un mineur. Ouais, voilà. Vous n'avez pas d'existence légale. Hein, alors que partout il y a alors que le régent il a toujours pris la place voilà. Alors que Alger traitait avec les différentes nations européennes qui avaient leur représentation qui étaient représentées ici à Alger. Ouais. Donc il y avait pignon sur rue à Alger, quand il s'agissait de traiter, etc. Que ce soit les Suédois, les Norvégiens, les Danois, les Hollandais, tout cela, à l'exception des Espagnols qui étaient, disons, les ennemis héréditaires de l'Algérie. Et donc, quand il y a cet événement, cet incident, à ce moment-là, on attend, on tergiverse, et ce n'est que 3 ans après que, pour des prétextes politiques, Charles X, qui est en difficulté dans son royaume, décide d'envahir Alger et de faire une expédition. Alors certains disent qu'il n'était pas dans le but des Français, parce que après ce n'est qu'à partir de 1834 qu'ils disent qu'on va occuper d'une façon définitive Alger. Donc c'était une façon de faire un coup d'éclat, occuper Alger et redorer le blason. Comme vous l'avez bien souligné la dernière fois dans la précédente émission. Oui. Et donc, si vous voulez, cela s'est fait. Et il y a, à partir et je suppose que ce n'était pas à partir de janvier que les premières lettres ont commencé, mais que ça mûrissait déjà depuis longtemps, puisqu'on a vu que Boutin avait remis son rapport en 1808, vous voyez, on avait donc fait toutes les préparations pour attaquer à Sidi-Fraj. Donc pour choisir le lieu où le commandant Boutin avait décidé qu'on attaque. Alors, donc le 14 juin 1830, une armada débarque à Sidi-Fraj, et puis 5 jours plus tard, ils vont quitter la plage pour se rendre à ce plateau, à cette plaine de Stawali. Et là, à partir du 19, il va y avoir cette confrontation avec les armées, parce qu'il n'y avait pas une seule armée de l'Arabe Brahim, ils vont venir de partout. Comment la défense
a été organisée, M. Abdelrahman Khalifa? Alors, la défense, c'est-à-dire que il y avait, au niveau de Sidi Fraj, il y avait un bastion. Un bastion. C'est-à-dire, il y avait une forteresse avec 12 canons. Oui. C'est tout. Bon, ces 12 canons ne pouvaient pas faire face à 37 000. À 37 000. Donc, c'était. Et puis, surtout qu'il y avait plus de 2000 artilleurs français. Ouais. Oui, donc, c'était. On avait amené toute la grosse artillerie. Oui. Oui. Donc, ce n'était pas ces 12 canons. Et je vous avais dit que le Dey avait été averti de l'attaque sur ce point précis de Sidi Fraj. On n'a pas amené donc l'armement nécessaire pour avoir une égalité de chance et d'armement. Et donc il a fallu, donc ça a été la première erreur faite par Ibrahim Ara, le gendre de Hussein Dey, qui n'a pas donc concentré ses forces et son feu contre, parce qu'il aurait pu déjà déstabiliser. On peut dire que le débarquement n'aurait pas eu lieu déjà. Oui. Le débarquement n'aurait pas eu lieu parce que l'artillerie aurait cassé les bateaux qui étaient à proximité et empêcher donc toute progression. Cela ne s'est pas fait. Donc ça a été la première erreur. La deuxième erreur a été que à la bataille de Strawili, donc sur le plateau. Donc on doit rappeler que les Français avaient mobilisé 3 divisions. 3 divisions commandées par des généraux, sans compter donc Duperré, l'amiral Duperré qui était à la manœuvre donc en mer, sans compter donc la cavalerie. Puis il y avait plus de 500 chevaux. Donc il y avait donc tout un dispositif pour l'expédition, c'est-à-dire le ravitaillement, la nourriture, etc., les bivouacs et cela. Donc disons, l'armée algérienne, ou Ibrahim Ara, a été responsable de se laisser faire. Donc quand les Français ont débarqué toutes leurs troupes, alors qu'ils auraient pu être empêchés dès le départ, comme cela s'était fait auparavant. Vous voyez ? Et donc, alors, de Bourmont, c'est lui qui a commandé cette attaque, la première attaque. Alors, il lance 2 divisions, celle de Bertheuzen et celle de Lauverdoux. Lauverdoux. Voilà. Et puis il laisse en arrière donc une 3e commandée par le duc d'Eka. Oui. Et vous savez, tous ces noms, on les voit dans Alger. Oui, oui, bien sûr. L'ancien marché Bertheuzen, duc d'Eka, etc. Donc tout cela montre que ces généraux étaient eux à la manœuvre pour occuper Alger. Et donc, ils ont manœuvré de telle sorte que l'armée algérienne a été bousculée pour les raisons dont on a parlé, le manque de munitions, le manque de coordination, les troupes qui sont arrivées en retard, vous voyez. Donc, cela a fait qu'il y a eu une certaine... Est-ce qu'il y avait une coordination justement? Parce qu'il va y avoir... C'est vrai que Lara Ibrahim avait ses propres troupes, celles stationnées à Alger, mais celles qui arrivent du Tétri, d'Oran et de Constantine, est-ce qu'il a eu la possibilité d'avoir un commandement unifié à l'époque? Pas du tout. Voilà. Donc, et pourtant... Les Français, les militaires français reconnaissent la précision des tirs des Algériens. Ils reconnaissent qu'ils sont courageux. Ils reconnaissent que
chaque fois que derrière un canon, il y a un homme qui tombe, un artilleur qui tombe, quelqu'un d'autre, malgré le danger, vient, prend sa place, etc. Donc, cela veut dire que ce n'était pas la vaillance qui manquait à cette armée algérienne, mais une certaine désorganisation. Et aussi une volonté peut-être de ne pas vouloir se défendre, parce que quand vous donnez 2 cartouches à un soldat, il est évident que par la suite il ne peut pas se battre. C'est les cartouches de l'époque, attention, parce qu'il fallait charger, c'était pas... Il fallait charger, etc. Voilà. Donc, cela veut dire que, dès le départ, on était perdant. Et malgré cela, il y a eu une résistance, puisque depuis le 24 juin, il fallait avancer dans... Alors, on reste... parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes qu'on raconte autour de cette bataille de Stawali, c'est des Khlaf également. Donc, on a dit que les Algériens, les Français, il y avait cet incident, cette méprise, parce que de Bourmont va essayer de dissimuler, parce qu'il y avait une confrontation entre les 2 armées françaises, entre elles. Donc, il y avait 6 000 morts, je pense. Oui, les Français ne reconnaissent que ils reconnaissent moins de 500 morts. Ouais. Hein. Donc c'est tout à fait, peu probable, parce que eux-mêmes reconnaissent que dans les ravins, ils se font attaquer par des voltigeurs, etc., qui font des dégâts. Des petits groupes de résistance. Voilà, des groupes de résistance qui connaissent le terrain, bien sûr, etc. Mais eux ne mettent pas dans les rapports des officiers, ils ne mettent pas l'accent sur la bataille. Ils mettent l'accent sur le fait que les gens se servent ou agressent les populations. Ils mettent l'accent sur le fait que, par exemple, dans des maisons, on détruit les plafonds pour se chauffer, etc., pour manger. Et ils disent d'ailleurs que les chameaux de Lara, les 60 chameaux qu'ils attrapent, ils les mangent parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, si vous voulez. Mais ils ne mettent pas en cause le courage des Algériens. De ce point de vue-là, ils sont tous unanimes. Alors la marche maintenant, cette marche de Stawali, de Sidi Fard jusqu'à Alger, comment elle va s'effectuer? Alors elle s'effectue, donc ils arrivent jusque aux environs d'Alger, et évidemment quand ils arrivent aux environs d'Alger, il y a des jardins avec des villas. Donc c'est les hauteurs, sur les hauteurs, etc. El Biar, Bouzerreha, etc. D'ailleurs, à l'endroit, ils avaient mis du côté de comment on appelle ça, la colonne Boutin, ils avaient érigé une colonne d'El Ibrahim, ils avaient mis une colonne, parce que les gens, donc les troupes avancent sur Alger, donc à partir de la Mitidja, ils descendent pour encercler l'ensemble d'Alger. Et Alger, qui est bien défendu dans ses remparts. Donc, et à ce moment-là, le général de Bourmont arrive sur ce que l'on a appelé la villa du traité, à El Biar, et c'est là qu'il entame les négociations pour donc qu'il y ait la reddition d'Alger. Certains, donc parmi le Diwan, demandent au Dey Hussein de continuer le combat, ce qu'il refuse, donc, et à ce moment-là, il s'arrange pour que le 5 juillet, à midi, les troupes françaises rentrent
Alger par Bab Jdid, qui est près du palais du Dey, c'est-à-dire qui est près du commandement d'Alger. Et évidemment, quand ils prennent le commandement d'Alger, donc quand le Dey est fait prisonnier, à ce moment-là, toute tout le monde se rend, à l'exception des tribus algériennes qui se réunissent à Tamanfoust. Oui. Qui se réunissent à Tamanfoust. Alors, justement, c'était une réunion importante, donc qui a regroupé plusieurs tribus. C'est ce qui montre, à mon avis, la différence. Parce que à ce moment-là, c'est le peuple algérien qui prend son destin en main. Et il décide, ces chefs de tribu, à Tamanfoust, décident de continuer la lutte. Et en fait, la prise d'Alger n'est qu'un symbole. De Bourmont, dont ses premières correspondances donc, avec le roi, et il avait décrit cette conquête comme une balade de santé. Qu'en est-il exactement alors Est-ce qu'il n'a pas exagéré? Est-ce qu'il n'a pas déjà menti? Parce qu'il va mentir, hein, non? Oui, et puis vous savez, de Bourmont, la première des choses, c'est qu'il va quitter honteusement Alger, qu'il vient de prendre, pour partir en Angleterre. Parce qu'à ce moment-là, Charles X ne profite pas de sa victoire. Il quitte pour des raisons bien précises. De sécurité. De sécurité, mais aussi, c'est l'affaire du trésor de la Casbah. Alors Alger est une ville riche, vous l'avez souligné la dernière fois, M. Abdelrahman Khalifa. Mais ce trésor, est-ce qu'on peut l'évaluer? Est-ce que les historiens l'ont évalué? Parce qu'il y avait une évaluation de l'armée, de Bourmont donc. Alors, vous savez, oui, bien sûr. Alors, vous savez, si vous connaissez le palais du Dey, il y a, à côté du Diwan, là où siège le Dey et ses ministres, il y a trois grandes voûtes de 30 mètres, 40 mètres de long. Et donc assez haute, de 5-6 mètres de hauteur, vous voyez. Ceux qui ont vu donc ces voûtes-là, c'était le trésor d'Alger. Et ces pièces étaient pleines d'argent, d'or, de bijoux, donc toutes sortes de pièces de valeur. Et cela, les historiens nous donnent une fourchette entre 45 et 100 millions, même 150 millions de francs or. On dit que déjà en 1816, quand Ali Khouja était monté à la Casbah, quand il avait quitté la Djenina pour monter à la Casbah, il avait déjà monté, en 1816, des dizaines de mulets chargés d'or et d'argent. Voyez. Donc cela veut dire que le trésor d'Alger était quelque chose de très consistant. Et c'est là où les officiers généraux, les intendants, les commissaires qui vont être désignés vont se servir. Et ils se servent, et toute cette noblesse qui est exilée à Londres, parce qu'elle a été chassée avec les Trois Glorieuses. Voilà des officiers exemplaires qui vont devenir de simples brigands, parce qu'un militaire qui fait ça, c'est du brigandage. Et oui, et alors à ce moment-là, on raconte qu'un intendant, lors d'un dîner, voit l'épouse d'un officier supérieur
qui dit, donc à qui on demande d'où elle a ses parures, et elle dit c'est un héritage d'un oncle. Et cet intendant dit ah, je ne savais pas que le Dey était son oncle. Qui montrait que donc c'était des bijoux qui avaient été pris donc dans le trésor du Dey, et tous s'étaient servis. Et comme je vous disais, le Dey n'a eu droit qu'à 30 000 sequins, c'est d'or, 30 000 louis, l'équivalent de 30 000 louis d'or, et les autres, donc tout le monde s'est accaparé quelque chose dans la ville d'Alger. Et ça a été la même chose quand Constantine a été prise. Vous voyez, c'était l'Halali, et il fallait prendre le maximum de richesse. Et de ce point de vue-là, jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Et vous savez que un des derniers objets du Dey avait été donné en 2002 lors de la... Il a été récupéré par l'État algérien, oui. Lors de l'année c'est le fameux, oui. C'est le fameux sceau du Dey qui a été vendu aux enchères donc à la galerie Sotheby's par un descendant de De Bourmont. C'est-à-dire que vous voyez, depuis 1830 jusqu'à 1900... Il y a des objets qui refont surface. Jusqu'à 2002, vous voyez donc la durée, comment ces familles ont vendu des pièces qui leur paraissaient donc précieuses pour pouvoir vivre de cet argent. Et vous voyez que ça a pris plus de 100 ans. Plus de 2 siècles. Plus de 2 siècles pour... et encore, on tire sur la corde et on récupère donc ce trésor-là. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, on peut se poser la question si l'exploitation de l'Algérie n'a pas commencé par la prise de ce trésor. Ouais. Parce que après... Quand l'appétit va... Donc, oui, après, ça a été le Senatus Consul de 1865, le Senatus, la loi Varnier de 1871 et 73, donc ça a été la prise des terres, etc. Donc ça a été une vache à traire continuelle. Et... En plus de ce trésor, pour rester dans le contexte, il va y avoir également des commerçants qui seront attaqués, des femmes à qui on arrache donc des boucles d'oreilles ou bien toutes sortes d'autres bijoux au niveau de la Casbah. Il va y avoir une violence. Vous savez, c'est le propre de toute armée qui entre dans une ville. Et de tout temps, cela s'est passé comme cela. Cela s'est passé comme cela. Que ce soit Alger, que ce soit Larouat, que ce soit Constantine, toutes les villes ont eu à souffrir de cela. Ouais. Regardez ce que disent les médecins militaires, par exemple à Zahatia, où on a pris des bébés et on les a jetés contre les remparts de la ville, etc. Donc ça... Et il faut souligner que les femmes sont les premières victimes. Bien avant les hommes, elles sont les premières victimes des défaites algériennes. Parce que quand la troupe entre, on ne peut pas la retenir. Et les officiers qui ont soi-disant des paroles d'honneur ne se comportent pas comme des officiers. Et à ce moment-là, disons, il y a eu dans Alger des exactions telles. Plus que cela, quand vous prenez le traité que signe de Bourmont. De Bourmont, justement. Où il dit qu'il allait respecter... Qu'il respectait les religions, etc. On a transformé les mosquées en écurie. C'était une façon
infâme de traiter les lieux sacrés. Et donc, de ce point de vue-là, vous pouvez imaginer comment se sont comportés ces gens, cette armée, dans Alger. Et c'est cela que l'on va retrouver un peu partout. Alors, on parle du parjure, donc c'est une colonisation qui commence par la violence, mais également par le parjure de ces officiers. Et puis, est-ce que, j'aimerais vérifier avec vous, donc, le Dey, puisque vous avez parlé du sceau du Dey, est-ce que le Dey avait mis son sceau sur le traité? Certains disent que le Dey n'a jamais mis son sceau sur ce traité. En tout cas, mais nous savons que le sceau ne le détenait plus. Oui. Il était entre les mains de ses. Oui, le Dey. Bon, pour moi, le Dey était quelqu'un qui n'était pas à la mesure de la réputation d'Alger. À l'époque, oui. À l'époque. Oui. Et qu'il ait signé, qu'il n'ait pas signé, en tout cas, il a accepté la capitulation, il a accepté de partir. Oui. Et alors que les gens à Alger vont continuer. Et vous savez, depuis donc 1830 jusqu'à l'épisode de l'émir Abdelkader qui va à Razawet, oui. Qui s'est appelé d'ailleurs de Nemours parce qu'il se présente au duc de Nemours en lui disant « Dieu l'a voulu », en parfait soufi. Ouais. Il lui a dit « Ce n'est pas la victoire de l'homme, c'est Dieu qui a voulu cela. Ouais. » Et donc, 17 ans, et l'émir s'est comporté d'une autre façon, si vous voulez, parce qu'il demandait à ce que les gens soient prisonniers, traités en tant que tels, etc. Donc, il y a une différence entre un Bugeaud qui n'avait pas de bibliothèque et un émir qui connaissait Ibn Arabi, qui connaissait Aristote, qui connaissait et en fin de compte, c'est la brutalité qui l'a emporté sur le savoir et l'humanisme. Mais je pense que parce que Bugeaud a été et c'est pas moi qui le dit, c'est un journaliste français qui dit que le premier inventeur des chambres à gaz, ça a été Bugeaud qui a fait les enfumades du Dahra, donc. Les enfumades du Dahra, vous voyez. Donc c'est cela qu'il faut saisir dans toute cette histoire. Et vous prenez des gens comme Alexis de Tocqueville, qui nous fait des cours sur la démocratie, et qui dit que... Qui a validé... non seulement validé, qui a dit que les Algériens étaient des sous-hommes. Et qu'il fallait leur apporter la démocratie. Donc c'est cette notion de colonisation, qui dure d'ailleurs, qui est restée, parce que c'est une idée qui est bien ancrée dans les esprits. Maintenant, elle change, donc les terminologies changent, mais c'est la même chose. Donc, ça veut dire que, en fait, l'histoire d'Alger, ce coup de main qui a été fait par Charles X, a ses répercussions jusqu'à nos jours. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Retenir. Alors, après le départ de Bourmont, il va y avoir donc un autre officier qui arrive avec d'autres ambitions, avec d'autres pratiques également. Alors, oui. Donc, c'est Clausel qui arrive. Alors, il s'installe. C'est un gouvernement militaire et les militaires vont durer d'ailleurs jusqu'en 1871. Oui. La date à laquelle, c'est-à-dire après 40 ans, où on laisse donc un gouverneur civil s'occuper d'Alger. Cela veut dire que véritablement, c'est une conquête. C'est une conquête militaire. Et qu'il fallait
Et les Algériens ne se sont pas trompés, parce que de 1830 jusqu'à 1914, il y a eu des révoltes. Ouais. Il y a eu, donc, l'Algérien a essayé de récupérer son pays par la force. Il n'a pas pu, et c'est à partir donc de l'émir Khaled que l'on a commencé à envisager une solution politique. Cette solution politique n'a pas réussi, et à ce moment-là, on a eu donc les élections à la Nejland, bien sûr, et il a fallu donc 1954 pour de nouveau que des Algériens se soulèvent pour récupérer ce qui a été et on en a parlé dans la dernière émission, oui, que le 5 juillet a été une date symbole pour le recouvrement de notre indépendance. Alors, l'arrivée de Clausel, après le départ de Bourmont à Alger. Alors, l'arrivée de Clausel... Ça commence par un massacre, le massacre des Rofia. Donc, il entame la colonisation et d'abord l'occupation oui, de l'Algérie. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'à partir de 1834, on considère qu'il faut garder l'Algérie. Pourquoi il faut garder l'Algérie? Parce que il y a un territoire, il y a des richesses qu'il faut prendre, qu'il faut occuper. Et c'est comme cela que, avec les différentes lois qui sont faites sur les terres, sur la dépossession des fellahs, oui, il y a donc un lumpenprolétariat. Et ce lumpenprolétariat, il existe parce que toutes les tribus qui avaient des terres arches et des terres melk, etc., se retrouvent, parce qu'elles ont résisté, se retrouvent sur les rues, sur les routes, à partir qui en Tunisie, qui au Maroc, qui même en Syrie, parce qu'ils décident de ne plus vivre en territoire colonial, en terre, disons, d'occupation. Vous voyez ? Et cela va amener les Algériens à penser, que ce soit par la poésie, que ce soit par les cris, que ce soit par les déportations, parce que à ce moment-là, on parle de bandits d'honneur, on parle de Cayenne, on parle de Nouvelle-Calédonie, etc., où les gens sont exilés, sont vraiment mis hors patrie. Donc on les déracine pour, disons, parce que des colons avides de terre les ont rendus esclaves sur leur propre terre. Et c'est comme cela, si vous voulez, que il y a eu la révolte de Al-Mokhrani, il y a eu les Acha, il y a eu Bouamama, donc et la dernière, ça a été Marguerite, donc 1901. 1901 et 1914 à Marguerite. Ouais. Et donc il y a eu ces différentes révoltes jusque à la Révolution de 54. Oui. Donc vous avez fait ce rappel historique, mais les premières années, d'ailleurs, Hamdan Khoja a décrit cette occupation dans le détail, etc. On s'est attaqué au lieu de culte, par exemple. La mosquée, l'une des mosquées du Dey était transformée juste après en église. Oui. Alors, bon, les églises, je ne parle pas des églises, je vais dire que c'est un moindre mal, dans la mesure où c'est toujours un lieu de prière. Hein. Mais quand on en fait des... Oui, la Ketchawa, mais encore que la Ketchawa a été quelque chose de très violent, dans la mesure où on a sorti à
à la baïonnette et au coup de feu les gens qui étaient donc parqués dans la mosquée de Ketchaoua, et c'était un 24 décembre 1831. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui est qu'il faut garder en mémoire. Mais ce n'est pas tant cela, c'est que par la suite on a porté atteinte disons, à la personnalité de l'Algérien en le transformant, parce que il y avait une idée qui avait été émise très tôt, comme quoi la France ne faisait que récupérer une terre chrétienne, dans la mesure où cette terre appartenait donc à l'Église chrétienne. Et donc, après des siècles, ce que Émile Félix Gautier a appelé les siècles obscurs, ont récupéré donc la terre africaine, la terre chrétienne. Et donc, on a voulu effacer cela, avec les évangélistes comme donc les pères blancs qui se sont installés, qui en Kabylie, qui dans l'Oranie, qui dans à Larouat, à Al-Bayad, etc., et même à Tamanrasset. Donc on a essayé de faire effacer une mémoire, la mémoire d'un peuple. Effacer la mémoire. Oui. Et c'était ça. Et je pense que là, il faut rendre justice à nos femmes d'avoir gardé et la religion et la tradition. Parce que nous aurions pu être un pays comme la Guadeloupe ou la Martinique, où il y a eu des mélanges. Et là, donc la femme a gardé son honneur, elle a gardé sa religion et elle a élevé ses enfants dans ce cadre-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours eu deux communautés. Une communauté européenne et une communauté musulmane. Oui. Vous voyez ? Et ça, c'est très important de le souligner, parce que le voile que portait la femme était le véritable rempart de notre personnalité. Alors, Hamd al-Khoujat disait que le peuple algérien était pratiquement, savait lire et écrire et compter à 80%, donc en 1830. Oui, mais cela est vrai, mais je me pose la question, comment nous n'avons pas pu développer des industries de guerre, nous n'avons pas pu développer le savoir, parce que par rapport à Mehmed Ali, le Dey Hussein et les Dey qui l'ont précédé ne se sont pas occupés de développer notre pays. Vous voyez, bien sûr, certains diront non, sous prétexte que c'est l'islam. Non. Les Dey d'Alger, dont la plupart d'ailleurs étaient des convertis, ils étaient soit vénitiens, soit géorgiens, soit albanais. Albanais, oui. Vous voyez, et donc ils n'ont pas travaillé pour l'intérêt de l'Algérie, parce que l'Algérie avait beaucoup de ressources. Et l'Algérie n'avait pas, en 1830, de bateau à vapeur que, par exemple, Mehmed Ali avait. Vous voyez, et cela, c'est peut-être une des tares qui a fait que nous avons pu être colonisés. Vous voyez, et là, quand on fait de l'histoire, ce n'est pas pour raconter des événements, c'est pour apprendre les leçons de l'histoire. C'est pour tirer les leçons de l'histoire et faire en sorte pour que notre peuple se développe, pour qu'il soit à l'abri par le savoir, par la connaissance, par l'éducation, une indépendance qui soit à la hauteur de son peuple. Alors,
comment donc la configuration, on va parler un petit peu des lieux, donc cette citadelle d'Alger intronable, comment elle sera reconfigurée, donc, parce qu'il y avait un programme de reconfiguration de la ville qui a été entamé juste au lendemain à partir de 1831, je pense. Oui, alors les Français, quand ils arrivent, ils n'ont pas d'expérience de la colonisation. Ouais. Ils s'installent dans la vieille ville. Ouais. Ils occupent des maisons, comme Dar Hassan Pacha, qui devient d'ailleurs le siège du gouvernement général, et après il devient le palais d'hiver, ouais. Par rapport au palais d'été qui a été construit vers 1900, ouais. Vous voyez. Donc tous les officiers généraux occupent Dar Mustafa Pacha, Dar Souf, qui devient la première, le premier palais de justice, Dar Khdaouj Lamia qui devient la première mairie d'Alger, Dar Mustafa Pacha qui devient la première bibliothèque et le premier musée d'Alger. Donc il y a toute une série, le Bastion 23, etc. Ouais. Tout cela est occupé par des officiers généraux. Et on commence à démolir carrément les vieilles bâtisses pour en faire des immeubles. Et à ce moment-là, c'est un deuxième crime. C'est un deuxième crime qui est commis. Et à ce moment-là, il y avait dans Alger 18 000 maisons en 1830. Vous savez combien il en reste maintenant? Il en reste 800. 18 800, c'est... Ouais. Donc 18 000 maisons, et voyez maintenant, il en reste avec les dégradations qui se sont faites pendant toute la durée de la colonisation, parce que quand disons, les gens étaient chassés de leurs terres, ils venaient, ils se sauvaient dans Alger, ils venaient travailler à Alger, trouver un boulot, et évidemment, ils étaient d'abord logés dans un premier temps à Al-Harraj, puis après ils arrivaient sur la Kasbah, et à ce moment-là ils se serraient, il y avait une promiscuité telle qu'ils construisaient à l'intérieur de ces villas, de ces maisons, des baraquements, et cela a donné ce que nous voyons maintenant dans Alger, une Kasbah qui n'a de nom que le nom, dans la mesure où elle a été défigurée, et défigurée d'une façon extraordinaire, vous savez, parce que si la mosquée Kchaoua a été démolie et on l'a reconstruit, et vous voyez que par exemple l'ensemble de la place des Martyrs, oui. Il y avait là des sites archéologiques. Il y avait 5 mosquées, oui. Et il y avait 300 maisons, et il y avait plus d'une centaine de boutiques. Et Clausel et de Bourmont, au départ, disent on va raser cela pour faire une esplanade où nous allons montrer la force militaire de la France en faisant des défilés dans la place des Martyrs pour intimider les populations. Et c'est comme ça que l'on a rasé toute cette place-là. On y a placé la statue du duc d'Orléans, ouais. Que les Algériens à l'époque n'appelaient pas la place du duc d'Orléans. Ils ignoraient l'officier qui était sur le cheval et ils disaient place Tel Aoud. Ouais. C'était une façon de résister pour les Algériens. Vous voyez. Alors maintenant la socialisation, parce que on va reconfigurer la ville, donc, mais sans oublier également qu'il y avait un travail qui a été fait pour saper les lieux de socialisation, les hammams, les cafés morts, etc. Alors vous savez, d'abord le café, en face de la grande mosquée, il y avait le grand café. Ouais. Parce que, avant que n'existe à Paris les cafés,
Il y avait Ils existaient ici. La tradition, oui. La tradition, c'est que le café, d'ailleurs, ce sont les Turcs à l'époque de Louis XIV qui ont introduit, ils faisaient des coffee parties où ils invitaient donc la noblesse à venir donc boire le café, qui était un breuvage qui n'était pas connu. Hein, il a été connu après donc le siège de Vienne de 1682, etc. Donc il y avait plus de 140 mosquées. Il y avait plus de 65 bains, c'est-à-dire moins d'un bain à l'hectare. Il y avait plus de 175 fontaines. Il y avait plusieurs marchés. Le marché de la laine, le marché disons de la viande, le marché des khaddarin, etc. Donc tout cela a été bien étudié. Et donc, quand arrivent les Français, ils chamboulent toute la structure d'Alger. Et évidemment, les Algériens sont repoussés vers les hauteurs, où il y a très peu d'espace, et toute la partie basse, où il y a donc, il est plus facile de s'installer, on fait la rue d'Isly, on fait la rue Randon. La rue d'Isly, par exemple, c'est tout un cimetière qui a été rasé. Oui, alors le tournant Rovigo, c'était donc un cimetière. Le Bab el Oued était un cimetière, vous voyez. Donc tout ça a été rasé, et je peux même vous dire que en 1832, un docteur a vu dans le port de Marseille un bateau qui venait d'Algérie, la Joséphine, qui avait comme cargaison des ossements humains. Et avec ces ossements humains, vous savez qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du noir animal pour blanchir le sucre. Eh bien voilà à quoi étaient donc toutes les hauteurs de l'émir Abdelkader, entre donc Sidi Abdelrahman et le bas, hein, donc le lycée Orba, hein, l'ex-lycée Fromentin, toute cette zone-là était une zone de cimetière. Et ça a été donc ramassé par des bagnards qui ont donc envoyé ces ossements. Vous voyez. Oui. Donc à tous donc les points de la vie sociale, de la vie religieuse, de la vie intellectuelle, spirituelle, culturelle, l'Algérien a été atteint dans ce qu'il avait de plus sacré. Et le même plan a été répété pratiquement dans toutes les villes. Et ça a été répété dans toutes les villes. Voilà. Ça a été répété dans. Je vous remercie vivement, M. Abdelrahman Khalifa, donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes historien et archéologue. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur des espaces et des lieux de mémoire sur nos villes, sur le patrimoine donc de nos villes. C'est l'exemple donc de ce beau livre consacré à la ville d'Alger, Alger l'a bien gardé. Donc, encore une fois, merci. Je tiens à vous remercier également.